Donc, Voix de Pionnier, donc c'est un rendez-vous mensuel, comme l'a précisé Céline, qui a lieu tous les premiers vendredis du mois, qui a été initié par Nekwe et qui est aujourd'hui mutualisé en coopération avec la région Nouvelle-Aquitaine, Île-de-France et le Maine-et-Loire, qui est une grande région. En tout cas, avec Angers Technopole, on est ravis de participer à Voix de Pionnier. L'idée en fait de Voix de Pionnier, c'est d'illustrer quelques briques d'un nouveau modèle économique à impact positif à travers le témoignage d'un dirigeant, donc aujourd'hui Pierre Loriot, qui a déjà engagé en fait des transformations et qui va nous expliquer justement sa trajectoire, son histoire et ses réflexions. Nous sommes convaincus que la transition écologique passe par la transition économique. Et donc, on voit en fait à travers Voix de Pionnier qu'il y a déjà beaucoup de dirigeants qui ont d'ores et déjà initié des transformations dans leur modèle avec des résultats intéressants et inspirants. Et justement, le but aujourd'hui, ça va être de nous aider à faire un pas de côté et nous encourager à voir de nouvelles opportunités de développement. Comme le disait Evelyne, donc moi je vais modérer les questions. Donc vous avez le chat, vous allez pouvoir les taper directement et donc je me ferai porte-parole de vos questions. Et à la fin, il y aura un temps d'échange. Et donc, Evelyne, je te laisse présenter le témoin du jour. Bonjour à tous, donc je suis Evelyne Maillet, donc je travaille à Angers Technopole et on est partenaire donc avec Nekwe et toutes les autres régions de Voix de Pionnier. Donc ce matin, on a le plaisir d'accueillir Pierre Loriot et Marine Dunoyer, donc de Mediaclap. Pierre est le cofondateur avec sa sœur et son épouse de Mediaclap, une belle pépite de l'Anjou qui est située à Gênes et dont l'activité est de concevoir des outils multimédia dans le cadre de l'animation pastorale. Mediaclap est présent non seulement au niveau national, mais également au Québec et en Belgique. Et tous les supports de communication, tous les supports, que ce soit les livres, le site internet, les vidéos, sont entièrement conçus dans leurs locaux situés à Gênes, comme je le disais, grâce à une équipe aujourd'hui de 35 personnes. Donc Pierre, tu as toujours eu la passion pour l'audiovisuel et le média. Tu as donc intégré une école à Paris, l'ESRA, pour assouvir donc cette passion. Et ton première expérience professionnelle fut celle quand tu as travaillé dans un foyer de jeunes travailleurs où les volets éducatifs et relationnels étaient déjà très présents, ce qui est très important pour toi. Et déjà, il y avait une réflexion très forte autour de l'humain et de la dimension globale du monde. Et puis, tu reviens en Anjou avec ton épouse parce que, comme tu dis, à Gênes, c'est quand même pas mal. Et tu crées l'association Moteur Saturne. Donc, Moteur Saturne, c'est une association qui permet, en fait, qui t'a permis de transférer ta passion, en fait, du média et de l'audiovisuel dans les écoles, les collèges, les lycées, mais aussi dans les centres aérés, et ça sur le plan national. Au total, ça sera 300 films qui seront réalisés, des courts-métrages d'une durée de 5 à 10 minutes, avec des effets spéciaux, avec des scénarios qui sont complètement qui sont créés, ou alors qui puissent dans de l'existant. Et vous arrivez à un total de l'association de 6 personnes. À ce moment-là, en 2005, l'édition arrive dans l'association, et c'est là qu'avec ta sœur et ton épouse, vous décidez d'associer en fait l'édition à l'audiovisuel et de créer Mediaclap. Donc vous repartez avec les 6 mêmes personnes de l'association, qui sont toutes partantes. Et là, en fait, vous choisissez d'axer sur la dimension spirituelle de l'homme qui arrive dans Mediaclap. Donc, Mediaclap, vous le créez en 2005. Vous nouez un partenariat très fort avec l'enseignement catholique. Vous y croyez à fond, vous investissez à fond. Il y a même l'engagement de la maison, jusqu'à l'engagement de la maison, pardon. Et vous devenez l'interlocuteur privilégié des paroisses. Vous portez une première même innovation dans le secteur dominé par l'édition en apportant en fait le multimédia, l'audiovisuel, et donc les cours dans les paroisses peuvent bénéficier en fait de cette nouveauté, de cette innovation grâce aux livres plurimédia, aux multimédia. Donc c'est quelque chose de très important que vous apportez au secteur plutôt traditionnel à l'époque.
Aujourd'hui, c'est donc 35 personnes qui travaillent au sein de Media Club, pardon, avec un management ouvert et très participatif dont on va découvrir le fonctionnement donc, ce matin grâce à votre témoignage. Et donc, au démarrage de Media Club, c'est une organisation plutôt classique, managériale, management classique, qui est instaurée pour accompagner en fait l'évolution et la croissance de l'effectif. Mais depuis le début, même dans l'association Moteur Saturne, Pierre, ton leitmotiv, c'est la liberté d'expression, l'ébullition des idées, les prises d'initiative, et il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Donc, d'où ma première question, Pierre, en fait, quels ont été les premiers éléments déclencheurs qui vous ont amené à faire évoluer l'organisation interne? Bien, bonjour à tous, hein. Merci déjà de m'accueillir et puis voilà avec Marine et pour témoigner là de notre expérience. Alors, qu'est-ce qui a déclenché? Eh bien, c'est qu'on était effectivement dans. Alors, tu as dit au départ qu'on était dans un management traditionnel. Je pense qu'au départ, avec l'association, moi, recherchant toujours effectivement, comme tu le disais, l'ébullition, la recherche d'idées, la participation de chacun. Eh bien, en fait, on était beaucoup dans ça. Et puis, en fait, l'entreprise grossissant, comme tu l'as dit, avec les nouvelles activités, beaucoup de recrutement. Voilà, le chiffre d'affaires doublait chaque année pendant une période, donc fallait amortir ça. Et du coup, on s'est euh, on s'est rapidement posé la question, mais comment finalement on gère une entreprise qui grossit, puis avec pas mal de monde. Et donc, d'une manière classique, alors c'est à ce moment-là, peut-être on a eu peur de ce qu'on pensait, de ce qui était en nous. Et en fait, bon, on a structuré comme toute entreprise, on a positionné des managers qui ont managé des personnes avec des pôles, avec voilà. Et puis, à un moment donné, voilà, le temps faisant, alors nous, on avait tête dans le guidon aussi à produire et à gérer tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, mais c'est pas ce management-là qu'on veut, quoi. C'est pas ça. Il manquait quelque chose de notre fibre et voilà. On s'est dit, ça va pas, quoi. C'est pas adapté à ce qu'on souhaitait comme management avec nos équipes, quoi. Et ça se Euh, traduisait comment, du coup, les signaux faibles Bah, les signaux faibles, c'était qu'il y avait des salariés qui avaient des idées, mais en fait, au niveau du management, il y avait, bah, d'une manière peut-être un peu classique, une prise de pouvoir au sens bon terme, hein. C'est pas péjoratif, mais d'être organisé en hiérarchique avec auquel écoute des équipes, mais quand même des idées que j'entendais ici ou là et ça matchait pas, quoi. Les managers mettaient pas forcément en œuvre ou n'entendaient pas ou ne laissaient pas forcément toujours participer. Et c'est là où je me disais, bah là, ça va pas, quoi. Comment on peut gérer quelque chose où tout le monde aurait parole, quoi. Et puis, je voyais bien par rapport à des collaborateurs alors ça, c'était mon expérience aussi en foyer de jeunes travailleurs et tout ça, et comme tu l'as dit, un peu le travail sur l'humain. Et je me disais, mais toc, ils s'enferment dans leur bulle métier, quoi. Ils se mettent dans leur bulle métier, dans leur truc, et en fait, mais ces gens-là, sans doute, enfin voilà, ils ont des idées. À quel moment on leur donne la parole, à quel moment on les fait sortir un peu de cette bulle métier pour prendre un peu de hauteur et regarder les choses, quoi. Enfin bref, voilà, un peu tous ces éléments-là et qui ont fait que, bah voilà, un jour, on décide alors, moi, je lisais beaucoup de choses en me disant, mais est-ce qu'on reste comme ça? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Et pour le coup, avec l'expérience que j'avais eue avant, quoi, et avec la manière dont j'envisageais le management. Et, euh, et je lisais beaucoup, et un jour, je tombe sur des gens qui avaient, alors notamment Frédéric Laloux, bien sûr, qui est un peu notre maître, voilà, avec son livre, mais d'autres témoins et d'autres chefs d'entreprise
je lis pas mal de livres, je rencontre des gens là, voilà, de d'autres entreprises. Et là, je me dis, mais c'est ça, enfin, c'est exactement enfin, je retrouvais des fibres du management que je souhaitais. Avec en même temps, quand il disait des choses sur ce management-là, il n'y avait pas de solution, quoi. Il n'y avait pas de dire, ils n'étaient pas en train de dire, bah, faut faire comme ça, faut faire comme ça, faut faire comme ça. En fait, c'est juste qu'il disait, bah voilà, la liberté, le pouvoir d'entreprendre de chaque salarié, de chaque collaborateur, voilà. Et ça me rejoignait, quoi. Ces Après, ces lec vas-y. Ouais. ces lectures te parlaient, en fait, c'est comme si elles donnaient corps à ce que tu avais, que ce que tu ressentais depuis longtemps, en fait, Ouais, elles te tout à correspondaient, fait. vraiment. Tout à fait. Et même ça allait des fois plus loin sur certaines notions. Je me disais, waouh, quoi. Enfin, voilà, je lisais des choses sur du management. Je disais, mais même ça, j'aurais voulu l'expérimenter avant. Et là, quand j'entendais ça, je me disais, pour l'humain, pour le développement que moi je voyais, j'étais même admiratif de certains chefs d'entreprise qui expérimentaient des choses, voilà, belles quoi, en management, quoi. Voilà. Et alors du coup, tu as parlé, quand on s'est rencontrés, d'une bascule en plusieurs étapes. Heu, donc c'est pas du jour au lendemain qu'on passe d'une organisation, classique à une organisation, une entreprise libérée. Quelles ont été les étapes? Comment tu as fait comment vous avez fait, puisque tu as embarqué, ta sœur et ton épouse, Mm. qui en étaient convaincues elles aussi, dans cette transformation? Bah, la première étape déjà, c'est c'est avec mon épouse et ensuite avec ma sœur, parce qu'on est trois à la direction. Alors ça aussi, c'est un peu particulier. Voilà, et on a toujours voulu ça, et c'était déjà des prémices hein, d'une gouvernance partagée, de quelque chose qu'on gère ensemble. Et alors moi, ça m'habitait à fond. Et quand je leur en ai parlé, bah ça résonnait. Alors déjà, première étape, je me suis dit déjà c'est bien, ça résonne et il y a quelque chose qu'on peut porter ensemble. Et ça, c'est super. Après, la deuxième étape, bah, c'est les managers, quoi. Les managers qu'on a positionnés, qu'on a pris un temps pour positionner comme manager avec euh, voilà, certaines missions sur les équipes et tout, et de leur annoncer, de leur dire eh bien on va passer en gouvernance partagée et que donc leur statut de manager va changer, quoi. Et on savait bien, en ayant rencontré des personnes, en ayant lu, en ayant préparé, on savait bien que c'était là le cœur de cette transformation, parce qu'en fait, on changeait le métier de ces personnes-là. Et ces personnes-là étaient montées en compétences dans des métiers de management, quoi. Donc, en annonçant, on savait qu'il pouvait y avoir un peu voilà, de questionnement, enfin beaucoup de questionnements, ça c'est sûr, mais aussi éventuellement des mini-souffrances qui pouvaient apparaître en disant bah, vous nous faites plus confiance, ou vous voulez plus de nous, ou de nous autrement, etc. Et donc il y a eu tout ce travail d'accompagnement des managers à dire bah non, bien sûr qu'on veut de vous, voilà, parce que si on s'est toujours appuyé sur vous, c'est qu'on croit en vous, mais autrement, quoi. Autrement, d'une autre manière, et on va penser les choses autrement. Voilà, en leur redisant bien notre confiance et tout ça en eux et tout. Et puis alors après, l'étape suivante, eh bien, c'est l'annonce à tout le monde, quoi. Donc un jour, on décide, voilà, de rassembler tout le monde et on annonce le projet, quoi. Et au départ, bien sûr, il y a des collaborateurs. Enfin, moi, je vois en annonçant les choses, je vois les yeux grands ouverts et tout, en disant, mais ça y est, enfin, il y a un truc qui va pas. Il y a, chez lui ou chez eux, là, il y a un truc qui va pas. Et, voilà, et on annonce et ils accueillent. Le premier signe, en fait, de l'accueil de toutes les équipes, c'est la confiance. En fait, première chose, et on est surpris parce que on pense que ça va être autre chose, et en fait, quand on fait le tour de table, enfin, ils en reviennent pas de la confiance qu'on leur fait, quoi. Et moi, je m'attendais pas à ça en premier lieu, et donc ça, c'est plutôt très sympa comme réaction, même si après, ils vont s'apercevoir que cette confiance-là, elle est, elle va engager fortement et elle va aller très loin pour eux, quoi.
Ensuite, alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait devant toutes les équipes, bah, comment on fait, quoi? Comment on fait? Parce qu'en fait, ce système hiérarchique avec les éléments qu'on avait mis en place pour structurer toute l'entreprise qui s'était développée, eh bien, en fait, on dit page blanche. C'est-à-dire qu'on restructure tout, on repense les choses à partir de tous les collaborateurs, quoi. Voilà. Et donc, va s'engager pendant 3 mois un travail où on va faire voilà, de l'intelligence collective. On va commencer à développer des choses pour réfléchir à comment serait structurée une entreprise en gouvernance partagée. Alors, il y avait déjà quelques idées ici et là qui avaient fusé, mais voilà, on va prendre le temps d'organiser ça et de tout structurer, quoi. Voilà. Vas-y. Pendant l'interview, tu avais aussi précisé que il y avait eu un signal fort aussi envoyé aux salariés avec l'annonce du bâtiment. Ah oui, C'était oui, quand même effectivement. Ouais, ouais, on était en période où, alors, voilà, nous, c'était aussi, c'est notre style de management, c'est-à-dire qu'on se dit aussi que on investit pour que les idées arrivent. Voilà. À l'inverse, peut-être oui, des fois de d'autres moments où, bah voilà, c'est parce qu'on n'a pas assez de place qu'on s'agrandit, ou c'est parce qu'on a ces besoins-là qu'on va les acheter, etc. Et nous, là, à ce moment-là, en même temps qu'effectivement cette transformation, on s'est dit, on y va. Euh, on va aller sur la construction d'un bâtiment, c'est-à-dire on va doubler le volume de l'entreprise. Alors, en même temps, on peut se le permettre un peu plus puisqu'on est à Gênes-Val-de-Loire, les investissements, etc., sont un peu moins sans doute que si on était à Angers ou autre, mais quand même, on investit 1,5 million et en se disant, eh bien ça va être le lieu du moteur de cette nouvelle manière de manager, cette nouvelle gouvernance, et qui va porter ses fruits. En tout cas, mettons, avec ce qu'on souhaitait pour toute l'entreprise et toute cette gouvernance, eh bien, mettons des moyens qui vont porter cette transformation. Voilà. ça ne pouvait que leur donner confiance de dire, ben, en plus, on construit un bâtiment. C'était aussi un message fort de votre part de leur dire, nous aussi, on y croit à Oui, cette bien sûr. transformation avec la construction de ce bâtiment pour Ouais. héberger les nouvelles idées. Pour héberger les nouvelles idées et héberger aussi le nouveau fonctionnement. Voilà, on a Mmh. conçu en fait tous les espaces pour ce mode de gouvernance partagée. Voilà, donc avec bien sûr des open space, mais des salles dédiées à la décision, des salles de réunion dédiées bien sûr à du travail collaboratif, à de l'intelligence collective, etc. Des espaces de vie, voilà, des espaces, il y a des espaces de sport, des espaces de sieste, des espaces de, voilà, tout pour l'organisation, en fait, alors, du bien-être des collaborateurs, mais d'un rythme de travail en gouvernance partagée. Voilà, On a une voilà. question, Élodie, je crois? Oui, oui, donc on a une question de Estelle qui, justement, sur cette structuration là, sur les 3 mois, est-ce que vous avez été accompagné par quelqu'un, par une structure? Et si oui, quel type d'accompagnement? Alors oui, on a été accompagné. Alors nous, d'abord en direction, on a été accompagné par le réseau Toscane qui continue toujours à nous accompagner et qui a été plus pour aller chercher des questions, des questionnements sur euh, comment on se sentait, comment on allait faire, est-ce que on était confiant, etc. Voilà. Et puis après, avec des personnes ici ou là sur l'intelligence collective, sur les manières. Parce que quand on dit intelligence collective, à dire on va tous se réunir à 30-35 là pour décider des choses. Si on le fait sans manière de faire, bon, ça peut partir et être la foire d'empoigne à certains moments ou autres. Donc ça, faut structurer ces temps d'atelier en intelligence collective pour qu'il y ait vraiment de la production, en fait, que ça produise des choses, que ça permette de la décision collective, etc., etc. Donc là, effectivement, on s'est fait accompagner ici ou là par différents. On choisissait en fait ce dont on avait besoin et au coup par coup, voilà, on se disait tiens, on a besoin de ça. Allez hop, on se fait accompagner. Tout le monde était formé ou accompagné, ou pas tout le monde, que quelques personnes qui décidaient d'animer à ce moment-là. Voilà, il y a eu différents temps et qui continuent en fait. C'est aujourd'hui notre manière de faire, c'est-à-dire dès qu'on a un besoin
on sent que là, sur telle ou telle décision, on n'y arrive pas ou c'est pas cadré, eh bien, on va choisir un type d'accompagnement adapté, quoi. Voilà. On va revenir effectivement au mode de fonctionnement de MediaClap aujourd'hui, mais avant cela, sur cette période où en fait, vous avez commencé à travailler en mode intelligence collective, tu disais également que l'activité, en fait, elle devait continuer. Et comment en fait gérer ces temps consacrés au collectif pour qu'il se structure et en même temps répondre et continuer à produire. Ça pouvait faire peur finalement aussi aux salariés ou même comment vous avez géré cette période? Ouais, alors bien sûr, on savait que ça allait prendre du temps, parce que ça allait pas se faire comme ça, quoi. Et que ce temps-là, enfin, pour certains collaborateurs, il y en a qui pouvaient nous dire à certains moments, mais attendez, là, enfin, quand est-ce qu'on produit là? Quand est-ce qu'on va produire des choses, voilà, pour gagner de l'argent et pour vivre, quoi. Alors bien sûr, les productions étaient enclenchées, etc. Et on faisait très attention à pas casser les rythmes, bien sûr, des équipes et de la production. Mais n'empêche qu'effectivement, ça prendrait du temps. Et on l'avait annoncé dès le départ aussi que il y allait avoir évidemment, notamment la première année, ben, un temps très consacré à ça et auquel cas, ben, une baisse un petit peu d'activité, une baisse sans doute de, enfin, voilà, de prospection, d'entrée d'argent, etc. Évidemment, parce que si on voulait investir sur ça, et on parlait toujours d'investissement sur la gouvernance partagée, c'était pour plus après derrière, mais qu'il y aurait ce petit creux de temps passé à organiser ça. Et ça, on nous avait bien prévenu, et on le savait en le faisant, que ça allait prendre du temps. C'était pas en claquant des doigts qu'on allait installer la gouvernance partagée. C'était pas possible. Et que voilà, ça fait maintenant 4-5 ans et que on continue encore à consacrer du temps, mais beaucoup, beaucoup moins. En fait, la première année a été très intense et après moins. Et là, carrément moins, quoi. Voilà. Donc effectivement, il a fallu gérer ça pour des incompréhensions en disant, ah, là, on passe un temps mais de fou quoi là-dessus. Et qu'est-ce que c'est quoi? Voilà. Donc beaucoup rassuré. Beaucoup rassuré sur le fait que c'était un investissement et que nos manières de travailler allaient aussi changer quoi. Allaient Et pour le meilleur. Et pour le meilleur, pour gagner du temps, pour plein de choses. Et on l'a vu dès le départ, hein, quand on a dit, bah voilà, chacun s'organise comme il veut, il n'y a plus de planning, il n'y a plus d'organisation des temps de vacances, des horaires, etc., etc. Bah, vous voyez bien que ceux qui gèrent les horaires, les plannings de tous les salariés, etc., ils se sont dit, waouh, quoi. Enfin, on a, on a du temps là pour plein d'autres choses, pour plein de, et puis même les salariés à faire leur tableau ou autre, bah voilà, plein de petites choses comme ça qui libère du temps. Et en fait, au bout d'un moment, les salariés s'en aperçoivent en disant, bah oui, c'est vrai, on n'a plus ça à faire, on n'a plus ça, quoi. Et effectivement, ce mode-là, ça convient pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas câblé pour avoir dans son quotidien ces changements, cette autonomie qui n'existe pas forcément dans des organisations classiques. Donc Mm. aujourd'hui, comment fonctionne MediaClub? Comment s'est passée cette transition? Est-ce qu'il y a eu de l'accompagnement, de la formation? Certes, tu vas nous en reparler. Mm. Mais donc, comment ça fonctionne concrètement? Alors concrètement, la décision de tous les collaborateurs pour structurer l'entreprise a été de s'appuyer sur justement le mode de production. Donc nous, notre mode de production, ce sont des idées qui arrivent, qu'on passe en études et qui passent après en production et donc en exploitation, le système classique de production. Et on a décidé tous ensemble de structurer sous forme de collectif. Donc ce sont des collectifs de 6 personnes maximum, parce que très vite, on s'est aperçu qu'au-delà de 6, pour gérer une vie d'équipe ou autre, c'était plus complexe, les prises de parole ou autres, et donc on s'est dit, on dépasse pas 6, quoi. Minimum 2 pour faire une équipe, bien sûr, et 6 max, quoi. Donc des collectifs. Donc des collectifs qui peuvent naître et mourir quand ils le souhaitent. Voilà, c'est au bon vouloir finalement des équipes, mais qui vont se structurer sous 4 modes. Donc on va trouver des collectifs qui vont se créer pour étudier une idée. Donc on va les appeler les collectifs études.
Et puis après, il y a des collectifs qui vont produire. Donc, ça va être des collectifs production. Et puis, des collectifs, une fois que la production est faite, qui vont exploiter. Ça va être des collectifs d'exploitation. Et après, en parallèle de tous ces collectifs-là, eh bien, on a des collectifs de services. Par exemple, des services, des collectifs autour de la comptabilité, autour du service client, autour de, voilà, et qui peuvent prendre des formes complètement différentes, mais qui vont être au service. Ça va pousser vers tous les collectifs d'études, production et exploitation, et qui vont être au service complètement des collectifs. Donc, tous les collectifs ont une autonomie complète et entière pour recruter les collaborateurs qui souhaitent, prendre des prestataires, investir comme ils le souhaitent, etc., quoi. Voilà. Donc, ça va fonctionner comme ça, en mode collectif, qui ont beaucoup d'autonomie, avec des responsabilités, bien sûr, de chaque collaborateur qui décide de rentrer dans un collectif. C'est pas rien de rentrer dans un collectif. Ça va amener plein de responsabilités à assumer si on choisit de rentrer dans ce collectif-là. Euh, voilà. Et voilà, ça va marcher comme ça. Et Tu nous parlais aujourd'hui, notamment du, pardon, vas-y, non, je t'en prie. tu nous parlais notamment du fonctionnement du collectif salaire qui m'avait beaucoup étonné, interrogé, pardon. Ouais. Alors oui, Euh, justement jusqu'à la décision des salaires. C'est-à-dire, alors là, on peut dire que nous, dans ce qu'on avait vu dans une gouvernance partagée, on avait vu que pour aller quasi au bout, quoi, c'est le fait que il y ait la liberté de décider des salaires, que chaque collaborateur puisse décider de son salaire, quoi. Au niveau libération, c'est le top. Et nous, on voulait vraiment y aller, quoi. On voulait aller vraiment jusque-là, c'est-à-dire se dire s'il y a une transparence, eh bien, on y va. Et donc, les collaborateurs ont accepté, d'aller jusque-là. Bien sûr, c'était pas la première année. C'est pas possible la première année, c'est pas possible la deuxième. Enfin, on sent qu'il faut que de la confiance se développe. Et bien sûr, on travaillait la CNV, on travaillait toute la confiance chez les collaborateurs. Et à un moment donné, on est prêt à rendre bien sûr transparent les salaires qui l'étaient depuis déjà un bon moment. Et après de dire, eh bien, écoutez, chacun va décider de son salaire, quoi. Mais on va mettre un mode de fonctionnement. Donc, un collectif salaire a été élu. Alors là, du coup, c'est un collectif qui a été élu, qui a eu un fonctionnement un petit peu plus particulier par élection et qui a décidé du mode de fonctionnement pour décider du salaire, qui a mis un petit process en place, qui a été voté par tous et aujourd'hui, voilà, qui vient juste garantir que chacun peut décider de son salaire. Voilà. et ceux qui n'osent pas, ceux qui n'osent pas demander, parce que ça arrive, j'imagine. Alors ça peut arriver, bien sûr, il y a ceux qui osent, mais du coup qui viennent justifier, voilà, ça rentre dans des discussions et tout, et très ouvertes et très sympa, voilà. Et puis ceux qui n'osent pas, bah il y en a d'autres qui disent, bah moi je trouve qu'un tel, il mérite plus que ce qu'il a aujourd'hui. Je trouve que c'est pas assez équilibré avec un tel qui a ça. Est-ce que et donc il y en a qui font des propositions d'augmentation pour d'autres, quoi. Voilà, voilà. On a des questions, Élodie, c'est ça? Oui, déjà un premier point, est-ce que tu parles de la CNV, est-ce que tu peux repréciser pour tout le monde, qu'on soit bien d'accord de comment vous le procédez? Ouais, alors dans la gouvernance partagée, la communication, elle est au centre. On est obligé de se parler. Alors ça, c'est obligé de se parler quasiment. Donc pour ceux où la parole est un peu compliquée, on les accompagne vraiment fortement pour que la parole soit donnée. Et la CNV, c'est la communication non violente. J'aime pas trop ce terme-là parce qu'il n'y a pas forcément de la violence dans la communication, mais ça va être une communication, il peut y en avoir, hein, bien sûr, mais ça va être une communication qui va être basée sur les besoins, quoi. Et donc ça, c'est hyper intéressant, c'est de quoi j'ai besoin et auquel cas je l'exprime à l'autre. C'est-à-dire, je me permets de l'exprimer en disant j'ai besoin de ça. Et quand tu me parles à chaque fois, tu me demandes ça, bah moi ça me va pas que tu me le fasses comme ça. Moi j'aimerais plutôt que enfin voilà, qu'on communique de cette manière-là. Donc on apprend à demander à l'autre la manière de rentrer en communication. Et ça libère la parole et ça améliore les flux de communication. Donc la CNV, c'est central dans une entreprise en gouvernance partagée. Il faut la pratiquer au quotidien, il faut apprendre, hein. Bon, c'est un mode d'apprentissage et petit à petit, on y vient. On n'a jamais fini, hein. C'est un chemin. Communication non violente, c'est jamais fini. Voilà. Tu avais des questions, Alors, Élodie? oui, merci. Donc, je vais prendre deux questions. Donc, là, on était sur les collectifs. Donc, une première question de Béatrice
qui demande qui déclenche ces collectifs. Et donc, elle avait une question sous-jacente, est-ce qu'ils sont fixes sur une durée déterminée? Donc, on a commencé à y répondre en parlant d'organismes vivants. Mais donc voilà, donc cette première question de Béatrice, qui déclenche les collectifs? Alors, tout le monde peut déclencher un collectif. C'est sur décision d'un petit groupe de personnes qui va déclencher un collectif et qui va l'annoncer. Alors, on a aussi, oui, j'ai pas parlé de ça, mais on a tous les 15 jours le collectif MediaClap globalement qui se réunit et qui est vraiment un lieu, bien sûr, de la communication, transfert d'informations, etc. Et notamment, c'est là où certaines personnes vont lever la main et vont dire, bah, nous, on a créé ce collectif, on vous transmet l'existence de tel collectif qui a pour but ça, 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 parce qu'on a trouvé qu'il manquait ça dans l'entreprise. Et donc, on a créé ce collectif qui va développer tel ou tel objectif, quoi. Voilà. Après, sur les projets, si vraiment ce sont de très gros projets, des très grosses idées qui arrivent, eh bien, la collectif étude va étudier. Et là, si ça engage vraiment très fort l'entreprise sur son fonctionnement, sur des investissements de temps, de ressources des personnes ou autres, eh bien là, il va y avoir une décision un peu commune qui va dire, bah, d'abord, on fait un collectif étude qui va prendre tant d'argent et tant de personnes. Voilà, est-ce que on est OK avec ça, avec cette démarche qui va apporter demain à l'entreprise ça, ça, ça. Voilà. Puis après, qui va se transformer en production ou autre. Mais voilà, on a ce collectif MediaClap qui, euh, qui est un lieu d'échange pour. Mais après, il y a d'autres collectifs qui naissent comme ça. On s'aperçoit, tiens, il y a un collectif là qui est né. Et Voilà. quand il fonctionne pas, comme tu disais, c'est un organisme vivant. S'il y a pas de, s'il y a plus de réunion, qu'il Bah, devient inactif, il a plus lieu d'être. Il faut se poser la question de voilà. sa survie. Bien sûr, un Donc, collectif doit avoir un objet, doit suivre un objectif. Et son objet peut être dans le temps, une durée très forte. Bien sûr, le collectif compta, vous imaginez bien qu'il, lui, il a une durée beaucoup plus dans le temps, mais peut-être qu'à un moment donné, il a besoin de se diviser en deux ou il a besoin de s'associer à un autre collectif et donc ça va se faire naturellement. Et puis, il y a des collectifs qui ont des objets à durée vraiment déterminée en disant c'est telle chose qui va durer 6 mois et donc qui va s'arrêter au bout d'un moment. Et puis, bien sûr, il y a des collectifs qui ont, à des moments, des grandes idées, qui se disent, ouais, ouais, ça va partir ou autre. Puis, en fait, ils se réunissent pas, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas le temps ou qu'il y a je sais pas quoi. Et toi qui se dis, bah non, on arrête, c'était une mauvaise idée, quoi. C'était une fausse bonne idée, comme on dit chez nous. ouais. J'ai une dernière question, du coup, avec cette liberté d'investissement là. Et alors, c'est une question de Anna, pardon. Avec le fonctionnement des collectifs qui ont donc leurs propres investissements et dépenses, est-ce qu'il y a encore des objectifs globaux pour MediaClap? Et si oui, qui les fixe? Alors oui, il y a des objectifs globaux, c'est-à-dire qu'on a des grands temps dans l'année où on regarde la vision. Et d'ailleurs, il y a un collectif vision dont l'objectif est d'animer la vision auprès de tous les collaborateurs. Et donc, il y a ces temps où on regarde en arrière, on regarde le temps présent et on regarde l'avenir. Et en se disant, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif? Est-ce que là, voilà, il y a tel collectif qui a lancé cette idée-là? Est-ce qu'on appuie, on met plus d'énergie, on met plus, voilà. Donc, il y a ces temps d'analyse, à nouveau avec de l'intelligence collective, pour se dire quelle orientation on donne effectivement à l'entreprise, quoi. Voilà. Ce sont des temps de recul voilà, on en fait plusieurs dans l'année et qui permettent d'analyser l'ensemble et de prendre des décisions tous ensemble. Voilà. Avant de parler des difficultés et des points de vigilance, je vais passer la parole à Marine. Marine, donc, qui travaille Oui, également chez MediaClap. Donc, Marine, toi, tu es arrivée après la transformation. Et donc, on voulait savoir qu'est-ce qui t'a incité à travailler chez MediaClap, comment tu as été recrutée, qu'est-ce qui t'a parlé, et qu'est-ce que ça change par rapport à une organisation classique. Et peut-être rappeler ce que tu fais au sein de MediaClap aussi. ouais, tout à fait. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi j'ai rejoint MediaClap après la transformation il y a bientôt 2 ans. Et peut-être pour que vous compreniez aussi un peu enfin moi ce qui m'a amené aussi à arriver chez MediaClap, c'est aussi mon passé où voilà j'ai plutôt une expérience professionnelle de grands groupes avec des hiérarchies pyramidales assez fortes, avec voilà des enjeux d'actionnaires aussi assez forts. Et puis pas mal de pertes de sens à la fin. Donc à un moment donné, effectivement, on se pose les bonnes questions et
voilà, en tout cas, on essaye de se recentrer, de se dire ce qui est vraiment important pour soi. Donc, j'avais les idées assez claires voilà, de là où j'arrivais, de quel type d'entreprise je rejoignais, avec son organisation vraiment bien particulière. Et puis, enfin voilà, moi, ce qui m'a vraiment tout de suite plu, effectivement, donc j'ai été recrutée par Pierre et puis par toute une équipe. Là aussi, c'était collectif dans le recrutement, puisque c'est un collectif recruteur qui décide enfin, en tout cas déjà qui définit ce besoin au sein de l'entreprise et qui du coup fait passer des entretiens. Donc voilà, donc je les rencontre. Je sais plus, je crois que vous étiez 5 ou 6 autour de la table. Donc voilà, c'est déjà l'étape de recrutement est collectif. Et puis voilà, moi j'avais vraiment, enfin, j'avais ce besoin aussi de retrouver à la fois une dynamique d'intelligence collective beaucoup plus forte. J'avais aussi besoin, enfin vraiment d'être sans cette pleine conscience du lien avec les autres. Donc c'est à la fois, enfin voilà, c'est hyper riche parce que ça permet à chacun vraiment de s'exprimer dans ce qu'il a de meilleur et de pouvoir exprimer pleinement ses talents en toute confiance. Et à la fois, ça reste aussi effectivement forcément très exigeant puisque beaucoup plus responsabilisant que dans une entreprise où on va avoir plusieurs couches hiérarchiques au-dessus de soi, puisque là, forcément, on est beaucoup plus exposé, on prend des décisions. Alors, on ne prend jamais de décision seule, hein, c'est toujours des décisions collectives. Mais voilà, mais c'est vrai que du coup, il y a vraiment cette démarche hyper entrepreneuriale où chacun agit un peu comme si c'était sa propre boîte. Donc c'est ce qui fait que c'est à la fois passionnant parce qu'on est tous hyper impliqués, je pense, dans nos missions respectives. Et en même temps, c'est vrai que parfois, ça peut être un peu déstabilisant aussi. Et c'est là où, effectivement, par rapport à des postes dans des entreprises plus traditionnelles, où le cadre est parfaitement défini, où on a une fiche de mission qui ne bouge pas, qui reste quand même assez figée, là, en fait, on est quand même... Enfin, voilà, il y a notre cœur de métier et nos compétences qu'on maîtrise, mais voilà, on reste en mouvement et on a la possibilité, si on veut, voilà, d'aller se former sur d'autres choses, de grandir et pourquoi pas, enfin même parfois de changer de métier, hein. Je crois que enfin, c'est déjà vu même au sein de Mediaclap. Donc voilà, il y a cette richesse-là. Ouais. Par rapport à une organisation classique, toi, tu penses que tu as gagné en bien-être au travail. Enfin, est-ce que tu pourrais, cette indépendance, cette autonomie que tu as gagnée, qu'on ressent dans Ouais. ton témoignage, Oui, oui, alors tu... effectivement, enfin, déjà, je pense qu'il y a il y a un vrai alignement enfin, c'est ce qu'on on en parle souvent quand on fait nos points d'étape, mais c'est vraiment la tête, le cœur et les tripes, c'est vraiment de se dire qu'on est là parce il y a un engagement quand même assez fort de chacun. Et ouais, il y a vraiment cette notion d'alignement à la fois professionnel et personnel. Euh, et, et voilà, mais donc oui, enfin, je pense que le bien-être au travail, il est là parce que on a cette chance qu'on nous donne une véritable confiance et donc ça nous permet vraiment encore une fois, hein, de pouvoir retrouver sa place, et puis ce côté vraiment relation aux autres où voilà, on a cette chance de vraiment être en vérité. Je pense qu'on a des relations peut-être plus authentiques aussi que dans d'autres entreprises plus traditionnelles. Voilà. Et puis après, c'est vrai que comme on est parfois sur un cadre qui peut être un peu plus mouvant, qui peut nous emmener sur une multitude de projets, de collectifs, etc. Et puis qui a en même temps cette qualité de relation à laquelle on doit vraiment porter une attention particulière. C'est ce que disait Pierre tout à l'heure. C'est vrai que du coup, ça nécessite beaucoup d'énergie et du temps. Donc, euh, donc là-dessus aussi, ça reste exigeant quand même. Et en plus, tu rêvais de travailler dans le monde de l'édition et des livres, donc tu es contente. Ah ouais, ouais, je suis parfaitement bien à ma place. Et justement, donc, merci Marine pour ton témoignage. Je fais le lien avec ce que tu viens d'évoquer, donc le côté très énergivore. Pierre, c'est ce que tu as souligné aussi, c'est quoi les difficultés et les points de vigilance en fait que tu rencontres dans ce mode de gouvernance partagée? C'est
Ouais, oui, effectivement, c'est cette énergie qu'il faut mettre en fait dans la gouvernance partagée. Et on estime à peu près à aller à 10% du temps minimum, hein. Après, il y a des salariés qui vont mettre beaucoup plus, mais 10% qui sont consacrés à la gouvernance partagée, voilà, au service de toute l'entreprise. Et donc ça, c'est une exigence. C'est quelqu'un qui voudrait pas ou qui dirait bah non, moi je fais mon job et puis voilà, les autres ils font leur truc et ben ça marcherait pas quoi. Ça pourrait pas marcher. Donc ça c'est une des limites et c'est là où on accompagne chaque personne en disant mais comment toi tu peux participer à ça et rentrer dans ça. Donc ça c'est une vraie exigence, mais du coup c'est une limite quoi. C'est une limite pour ben, c'est-à-dire qu'il faut avancer avec chacun dans cette voie-là, quoi. Sinon, Mmh. ça le fait pas, quoi. Mmh, mmh mh. Et en fait, aujourd'hui, quel est ton rôle, Pierre, dans la structure? Heu et est-ce que l'organisation, le modèle pourrait, perdurer si, un jour vous partiez? Euh, donc, mon rôle et donc notre rôle à la direction, on a l'avantage d'être trois, c'est génial, ça fait de la gouvernance partagée aussi à la direction. On est un collectif hein, de direction au final. Euh, voilà, et donc mon rôle, il est plus de diriger comme je faisais avant, à donner des idées, un peu une direction à l'entreprise, dire tiens, on va plutôt aller par là maintenant, on va choper ce projet-là parce que je sens bien et tout. Je suis plus du tout là-dedans, un petit peu encore, mais via les collectifs. Et donc mon rôle va être d'accompagner et d'être garant de cette gouvernance partagée. Et ça me prend au final plus de temps que la direction que j'avais avant. Donc, je suis dirigeant de cette gouvernance partagée et pas dirigeant de l'entreprise en soi, quoi. Voilà. Et donc, cet accompagnement de gouvernance partagée, il prend du temps, de l'énergie aussi, et ça se concrétise par des entretiens avec chaque collaborateur sur justement comment il est dans cette gouvernance partagée, comment il se sent, quels sont ses besoins, comment on peut l'aider, et tout. Ça va sur de la formation qu'on propose en disant, tiens, allez, un petit coup de CNV, un petit coup d'intelligence collective, un petit coup, voilà. On fait des formations à peu près 2 fois semaine les midis. C'est très volontaire, mais voilà. Chacun vient comme il peut, mais voilà, on a de la formation quasiment constante. Donc voilà mon rôle. Et puis donc après, effectivement, c'est quelque chose que nous on a impulsé, la gouvernance partagée. Et comme on sait bien que c'est pas quelque chose d'inné chez les personnes de se projeter en intelligence collective ou autre, bien sûr, on est très vite dans le jugement et tout ça. L'être humain est construit comme ça, hein, voilà. Et donc, avec cette intelligence collective, quelque part, on vient tordre hein, des fonctionnements humains, ou en tout cas, on amène des nouveaux logiciels de fonctionnement. Et un des risques, c'est qu'effectivement, si on part, l'être humain va revenir, bien sûr, d'une manière au galop et va trouver des nouveaux ressorts. Et ça, on le sait, on l'a vu dans d'autres entreprises. Donc en fait, on sait que bien sûr un jour on va partir, on va plus être à la direction de Mediaclap, et donc on est en train de travailler à ça, c'est-à-dire comment faire en sorte que ça perdure ou que ça ne perdure pas, c'est-à-dire que même on va aller jusqu'à poser la question aux collaborateurs, c'est-à-dire comment on veut tous ensemble que ça continue, de quelle manière, est-ce que c'est comme nous on l'a impulsé ou c'est autrement? Et aujourd'hui, de toute façon déjà, tous les collaborateurs ont la possibilité de modifier cette gouvernance partagée. S'il y a une règle qui leur va pas ou autre, il y a toujours cette possibilité-là. Et donc demain, nous, notre horizon, là, à quelques années, c'est de se dire comment peut-être des collaborateurs vont être porteurs de cette gouvernance partagée, vont être garants. Alors même si déjà beaucoup le sont, hein, bien sûr, hein, beaucoup témoignent déjà, un peu comme Marine là aujourd'hui, qui porte ça. Mais voilà, beaucoup portent ça, et donc ça me fait pas trop peur là-dessus, mais il faut penser à transmettre et à faire en sorte que ça ne tienne pas sur quelques personnes et que ça Ouais, soit bien infusé, quoi. Voilà. c'est l'enjeu. Ouais.
Je vois l'heure qui tourne, 9h34. On va prendre les questions il y a quelques questions dans le chat, donc peut-être Élodie en sélectionner quelques-unes. Oui, alors une question justement sur le rôle aujourd'hui dans la direction, enfin, en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc une question de Marion, pardon, qui demande justement, reste-t-il des dirigeants à proprement parler, au sens classique du terme? C'est-à-dire, est-ce que, in fine, il y a une personne qui va trancher si à un moment il y a des accords ou pas? Et parallèlement, est-ce qu'une personne qui contribue à définir la vision que le collectif ne pourrait pas avoir au départ? C'est deux questions en une. Trancher, non. Non, justement, on ne tranche plus. C'est-à-dire que s'il y a besoin de trancher et que même à un moment donné, ce soit une problématique, parce que le collectif n'arrive pas ou autre, eh bien, on va faire fonctionner l'intelligence collective un peu plus large, un peu plus largement, en disant qu'est-ce qui serait bon de prendre comme décision pour l'entreprise, voilà, et pour les collaborateurs, pour voilà la dynamique. Et donc non, on va toujours aller chercher le ressort collectif, même si bien sûr, il y a des personnes qui vont avoir plus d'idées que d'autres, hein, et que ceux-là, on va laisser la parole. Il va y avoir un certain lead dans certaines paroles ou certaines idées. Et même, on va demander à des personnes qui ont peut-être une idée à un moment donné, de dire, tiens, bah, est-ce que tu pourrais la développer pour la prochaine fois? Enfin, voilà. De façon à ce que ça vienne nourrir l'intelligence collective. Donc voilà, pour trancher, c'est plutôt tout le monde qui tranche. En tout cas, quand il faut trancher, il faut y aller, quoi. On se dit pas, bah non, bah, personne décide, donc on recule notre siège et personne va décider finalement. Non, on sait qu'il faut décider et donc on se pose la question de comment on va décider. Voilà. Et puis la deuxième, attends, redis-moi. La deuxième. C'était sur la définition de la vision. Euh, Ouais, c'est ça. il y avait un Eh bien, collectif vision, mais est-ce qu'il y a une personne qui va impulser non, non, ce collectif vision, comme je le disais, il a un but d'animer la vision. Donc, il doit trouver des idées pour qu'on ait une vision tous ensemble. Encore une fois, peut-être des personnes vont avoir le lead de la vision. On sait bien qu'il y a des personnes qui voient un peu plus loin, qui se projettent, etc., et d'autres un peu moins. Mais c'est comment, justement, on s'appuie sur ces personnes-là, comment on les révèle, comment on les écoute, voilà, comment on anime tout ça. Ok. Une question. Alors, il y a deux autres questions posées par Isabelle et Marion, mais je vais les garder parce on va en parler sur la suite. Une dernière de Anna, quand on parlait des limites, est-ce que finalement, avec le recul, est-ce qu'il y a eu beaucoup de départs de salariés qui ont quitté l'organisation après la transformation? Alors après la transformation, il y a alors tout de suite après la transformation, non, hein, personne n'est parti sur les quelques années après. Il y a juste l'année dernière des anciennes managers qui justement a cheminé dans la transformation et enfin, moi, j'ai trouvé ça juste super, mais voilà, c'est mon point de vue. Mais elle a cheminé elle avait quelque chose à l'intérieur d'elle qui s'exprimait sans arrêt, elle voulait travailler dans un autre domaine, et elle se l'était jamais permis. Et à un moment donné, elle a dit, bah, je voudrais faire ça et tout. Et on a dit, bah, chiche, pourquoi tu n'essaierais pas ça? Tu passerais pas le diplôme ou autre. Elle est partie dans l'immobilier. Elle a passé son diplôme et tout. Et du coup, elle est partie travailler dans l'immobilier, quoi. Voilà. Donc voilà, ce départ-là, quoi. Ouais. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres après ou que la transformation s'accélérant aussi, enfin, avançant aussi, ne va pas gêner d'autres personnes. C'est possible aussi, quoi. On l'avait annoncé dès le départ en disant, il y a des personnes qui peuvent être bloquées par cette transformation ou que ce n'est pas leur logiciel, ce n'est pas leur fonctionnement. Et c'était OK, quoi, de dire qu'on peut partir à cause de ça, quoi. Et on pourrait le comprendre. On pourrait le comprendre. Et il y avait une question dans le chat, mais qui rejoint la question qu'on voulait te poser, c'est est-ce que tu penses que l'entreprise Mediaclap aujourd'hui, elle est plus performante, on va dire économiquement, dans un tel modèle que si elle était restée sur une organisation classique? Alors, plus performante, aujourd'hui, on ne peut pas encore, enfin, en tout cas sur le point de vue économique, on ne peut pas encore le dire. Elle maintient et voilà, mais profondément, je le crois. Et pourquoi? Parce que
Le moment où on a transformé, c'est encore trop jeune en fait pour pouvoir le dire. Au moment où on a transformé, on était encore dans les projets de la direction, des managers, etc. On n'était pas sur les projets globaux de l'intelligence collective. Aujourd'hui, les projets de l'intelligence collective, vous voyez le temps qu'il faut, ça y est, sont en train de s'enclencher et en fait viennent transformer aussi profondément l'entreprise. L'entreprise ne va plus d'ailleurs s'appeler MediaClap, elle va s'appeler autrement. Les collaborateurs ont décidé de changer le nom de l'entreprise pour plus sectionner parce qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent et ne sont plus de l'ordre de l'objectif aujourd'hui de MediaClap pour du déploiement et que je trouve super, génial et tout. Enfin, c'est justement, voilà, des idées que j'aurais peut-être pas eues et que l'intelligence collective a eues et que je rentre à fond là-dedans et que j'adore. Donc, au niveau de l'économie, on ne sait pas encore, mais j'y crois profondément. Et là, des gros projets arrivent qui, à mon avis, vont bousculer, vont faire grimper économiquement l'entreprise. Par contre, ça dépend de ce qu'on appelle réussite ou progrès. En tout cas, sur l'équipe globale, moi je trouve, mais alors ça a été dans la première année, on a retrouvé de la sérénité. Là où il pouvait y avoir sur certains points des conflits qui étaient balèzes à gérer, compliqués, qui nous embêtaient, alors qui mangeaient du temps, hein. On le sait, les conflits, tout ça, voilà. Et là, de la sérénité. Enfin, nous, on a trouvé depuis la première année là quelque chose de posé. Les gens viennent sereins, c'est agréable. Encore une fois, c'est pas le monde des bisounours, hein. On n'est pas dans quelque chose de ouais, tout le monde s'aime et tout ça, et c'est pas l'objectif. Mais quelque chose de serein professionnellement, quoi. Et ça, qu'est-ce que c'est agréable et qu'est-ce que c'est un milieu de production super agréable. Donc ça, c'est un gain énorme et je crois profondément que ça va apporter très fort à l'entreprise. Mais je peux pas encore le dire, même si je vois d'autres entreprises qui performent dans ce cadre-là et donc voilà, j'y crois. Vous avez réécrit votre raison d'être? La raison d'être, ouais, a été rebougée, ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc, bon, mécaniquement aussi, on était sur de la pastorale, ce milieu-là et cette niche diminuant aussi, parce que voilà, voilà ce cœur de métier diminuant un peu, ben voilà, ça a ouvert d'autres choses. Et là, je trouve intéressant parce que aussi ça baissait sur certains secteurs de notre activité. Et là, l'intelligence collective vient chercher des nouveaux ressorts, quoi, déploie des nouveaux ressorts que je trouve très intéressants. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions, Élodie, ou est-ce qu'on... Oui, il y a une question qui est sur le budget. En fait, comment maîtrisez-vous votre budget si tous les groupes agissent en totale autonomie? Et qui décide de l'allocation de budget ou de leur maîtrise? C'est une question de Marion. Alors chaque collectif a son autonomie, mais a son autonomie responsable justement, et donc doit faire son propre budget. Et il y a une confiance totale des autres. Mais si un jour un collectif se retrouvait dans le négatif ou autre, les autres seraient légitimes à dire, mais attendez, vous êtes dans le négatif, c'est quoi le truc là? Vous bouffez de l'argent, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi le... Voilà. Donc il y a une confiance, mais cette confiance-là, elle n'empêche pas la réaction pour dire, mais là, attendez, ce collectif-là, moi je lève la main parce que j'ai l'impression qu'on fait n'importe quoi, qu'on est en train de faire n'importe quoi dans ce collectif. Alors, encore une fois, hein, ce qui n'arrive pas, mais ce qui n'arrive pas là de le dire comme ça. Mais des fois, il y a des remarques en disant, bah, attention, on trouve que ce collectif avait annoncé des chiffres plutôt très prometteurs et on n'y est pas complètement. Donc, qu'est-ce qui fait ça, quoi? Il y en a qui peuvent poser des questions et c'est légitime. Donc voilà. Donc les dépenses, elles sont libres, hein. Encore une fois, je donnais l'exemple l'autre jour d'une machine à plus de 100 000 euros qui est investie sans la demande à qui que ce soit dans l'entreprise. Le collectif décide d'investir, d'embaucher une personne, etc. Voilà. Mais tout le monde a accès au compte du collectif, au regard sur le collectif, voilà, et peut très bien réagir sans être dans le contrôle, mais de dire je trouve que là c'est pas normal, quoi. Voilà. Et au final, ça laisse une souplesse et enfin quelque chose qui est raisonnable parce que finalement chacun le gère son collectif comme si c'était pas son argent mais quasiment et du coup voilà, tout le monde a la carte bancaire, hein. Et ben l'exemple que je donnais c'est qu'on fait beaucoup moins de dépenses de fonctionnement qu'avant, quoi, beaucoup moins, quoi. On va peut-être prendre une dernière question avant de faire la synthèse, parce que je vois qu'il est 9h44.
Oui, alors il y avait Dernière question. Ouais. une question en fait de Isabelle, donc qui était au-delà de la gouvernance partagée, pourriez-vous nous en dire plus sur les relations et la coopération avec votre écosystème externe? Quel impact de cette transformation? Est-ce que vous faites des partages aujourd'hui d'expériences vous-même? Voilà, est-ce qu'il y a une coopération vers l'écosystème? Ouais, vers l'écosystème d'autres entreprises libérées éventuellement, ouais, c'est ça. Et puis notre écosystème aussi avec nos partenaires, quoi. Nos partenaires, nos clients, etc. Donc on l'annonce à nos clients, c'est noté sur notre site internet. On est fiers aussi de partager ou de chercher de partager notre gouvernance partagée, voilà. Et par rapport à d'autres entreprises, on y est maintenant, c'est-à-dire que là, on commence à communiquer avec d'autres et vraiment le souhait de collaborateurs. Alors, ça a déjà été fait, on a eu beaucoup d'échanges avec Decathlon, par exemple, sur les salaires, sur les manières de fonctionner, voilà. Parce que Decathlon cherche aussi dans ce domaine-là et d'autres entreprises. Et on a échangé pas mal sur certains modes de fonctionnement en gouvernance partagée pour ce point-là. Et puis après, par exemple, sur notre partenaire principal, qui est l'enseignement catholique, ben, il les regarde de très près. On a fait des interventions au niveau de l'enseignement catholique. Je vais en faire d'autres là dans le sud et tout, parce qu'ils sont très intéressés pour les établissements, pour piloter peut-être des établissements de cette manière-là. Voilà, donc voilà. Et nos clients, des fois, nous posent des questions sur ça, viennent visiter, veulent voir. Très bien. Ben, en tout cas, je vois l'heure qui tourne et c'est maintenant le moment de la synthèse. Donc, merci pour l'énergie puis la passion qu'on a pu entendre et que vous déployez tous dans cette aventure humaine. Donc, si vous avez d'autres questions, peut-être qu'effectivement, on pourra te les envoyer et les communiquer aux personnes qui ont posé ces questions. Céline, je te laisse la parole pour cette synthèse. Bien sûr. Donc, rebonjour à tous. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Donc On voit ton écran parfaitement. Super. Donc, merci beaucoup pour ce super témoignage qui, même si c'est la fin de semaine, en tous les cas, moi, me met en joie et me fait apparaître plein de voies d'ouverture sur des éléments de management. La question des faits déclencheurs sont toujours le sujet sur lequel on reprend un petit peu qu'est-ce qui a fait que l'entreprise a bougé. Ce que moi j'ai entendu et retenu, c'est cette question à la fois du malaise et de la recherche d'alignement. C'est-à-dire une organisation classique qui coinçait avec vos convictions et une vraie volonté de changer. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la transformation, la trajectoire de l'entreprise, l'effet déclencheur, il est souvent celui-ci de se dire, mais moi, en tant que dirigeant, je ne me retrouve pas aujourd'hui, en dirigeant ou en devenir, je ne me retrouve pas aujourd'hui dans la façon dont mon entreprise est pilotée. Donc vraiment, cette question du malaise et la recherche d'un alignement et qu'on va voir qui va être aussi maintenant le rôle du dirigeant et qui est un peu étonnant, on l'a vu dans les questions, de se dire, mais en fait, je ne suis plus forcément derrière mes tableaux de bord, mais d'être le garant aussi, en tous les cas, d'aider à cette recherche d'alignement chez mes collaborateurs. Et donc, ce malaise, il s'est traduit par différents points, le management hiérarchique traditionnel qui entravait la liberté d'expression des salariés, avec des équipes de prise de décision, des prises de pouvoir non pas, pas malveillantes, mais qui nuisaient à la motivation et à la confiance des collaborateurs. On a redit tout à l'heure, avec des gens qui avaient aussi d'autres manières de faire, d'autres habitudes qui n'étaient vraiment pas celles que vous vouliez. J'ai aussi entendu la question de l'enfermement dans des bulles métiers, on le voit, se dire, voilà, la technique, ce que je sais faire, mon expertise, qui est à la fois rassurante pour moi, peut être aussi un objet d'enfermement, qui fait que pour vous, c'était un espace dans lequel vous ne vous révéliez pas. Et puis, un élément important aussi, je pense, dans l'effet déclencheur, de reconnaître, alors, Monsieur Lalou est souvent cité dans les pionniers, le vendredi matin, de reconnaître qu'il n'y a pas de solution magique, qu'il n'y a pas de traitement idéal pour mon entreprise, qu'il n'y a pas une trajectoire qui a été écrite avant dans un bouquin pour mon entreprise et que c'est moi qui devais devoir être coproducteur avec mes collaborateurs de cette trajectoire. Et ça, c'est hyper important, parce que je pense qu'une fois qu'on l'a reconnu, il est plus facile de s'y lancer plutôt que de chercher en permanence, alors même si l'inspiration, les lectures et tout sont indispensables, de se dire je cherche le truc à calquer avec mettre les œufs, puis la farine, puis le chocolat. En fait, ça ne va pas forcément être cette recette-là pour mon entreprise.
Donc voilà sur la partie fait déclencheur qu'on a trouvé assez remarquable dans ce qui avait été dit. Et puis, autre point hyper important sur lequel les échanges ont beaucoup été partagés, sur le rôle fédérateur du dirigeant qui, du coup, dans votre témoignage, ouvre le dirigeant sur une autre mission. Du coup, je ne dirige plus l'entreprise, mais j'accompagne la trajectoire un peu des collaborateurs, hein, l'alignement des collaborateurs, elle est hyper importante. Donc vraiment aussi de se dire, faut que j'arrive à changer ce prisme de pensée, ce calque sur finalement mon rôle de dirigeant. Je suis garant de la gouvernance partagée. Donc je trouve que ça aussi, c'était un élément hyper important. Donc vous avez évoqué la question, la nécessité de se former, se préparer, lire, s'inspirer ailleurs. L'entreprise libérée, mais pas que, a priori. Hein, les échanges avec Decathlon sont peut-être aussi une source d'inspiration sur d'autres sujets. Et puis voilà, cette mission peu habituelle à se dire, mais comment je vais aider aussi mes collaborateurs, et vous l'avez redit aussi après, de se dire, mais on a accompagné les gens qui finalement ne se retrouvaient pas dans cette trajectoire, dans cette manière de faire. Parce qu'il faut qu'on les aide aussi à être alignés avec qui ils sont et que tout le monde n'est pas sur les mêmes éléments de valeur. Donc voilà, chacun doit trouver sa voie. C'est aussi notre rôle de dirigeant, à un moment donné, de les aider à se déployer là où ils ont envie de se déployer. Donc, le rôle de la confiance, hein, c'est la ressource immatérielle que vous avez valorisée le plus ce matin, qui a été évoquée. Alors, confiance, engagement de la direction vers les équipes, ne pas imposer pour embarquer l'équipe originelle, rassurer. Autre élément important, la question de l'investissement, prendre le temps et accepter le petit creux dans l'activité, hein, dans les tableaux de bord de compta ou de gestion pour installer la gouvernance partagée. Donc, vraiment, cette notion d'investissement. Alors, on en parle de plus en plus, mais quand même, dans les entreprises, on a l'habitude d'investir dans des machines, vous l'avez évoqué, 100 000 €, du bien matériel. Cet investissement immatériel, dans les ressources immatérielles, dans la confiance, dans les compétences, il est au-delà de la formation pure et dure sur les métiers, il est aussi un élément à prendre en charge dans les entreprises. Une bascule qui s'opérait dans la durée, hein, vous dites aujourd'hui, ça fait déjà quelques temps, mais on commence à avoir des effets utiles. Donc la notion de patience du dirigeant, alors qu'aujourd'hui, on est souvent dans un imaginaire où le dirigeant, il a des tableaux de bord, des échéances, des reportings avec des temporalités très, très strictes et très définies. C'est sûrement aussi d'adjoindre à cette manière de piloter une manière un peu plus de patience et de temps long. La question aussi, d'un moment donné, d'incarner, parce qu'on a parlé beaucoup de confiance, et la confiance, c'est un objet immatériel, donc parfois on peut se dire, mais ok, dans le concret, ça veut dire quoi au quotidien? C'est des sourires tous les matins aux gens, c'est laisser le carnet de chèques à disposition, mais ça a été aussi l'incarnation dans un nouveau bâtiment qui a été construit, qui a été pensé avec les collectifs pour accueillir cette nouvelle organisation. Pardon. Donc je pense que c'est aussi cette question d'alignement, hein, la tête, le cœur et la main, pour se dire finalement entre ce que je pense, qui me fait vibrer, et ce dans quoi je vais le faire concrètement tous les matins, les choses sont alignées et ça donne aussi, je pense, des preuves de confiance, hein, parce que la confiance est immatérielle, il nous faut des preuves auprès des collaborateurs. Et puis j'ai trouvé aussi intéressant cette question du souci de la transmission, et pas forcément que de la transmission patrimoniale, hein, mais de se dire, mais qu'est-ce qu'on transmet l'après-nous dans ce rôle du dirigeant qui est a priori assez important chez vous, de se dire mais qu'est-ce qu'on laisse dans cette gouvernance partagée après à nos collaborateurs. Autres éléments qui ont été évoqués sur ce témoignage, donc les ressources immatérielles, hein, confiance et engagement des équipes, et un élément clé est cet organisme vivant que sont les ressources immatérielles. Alors quand on le dit comme ça, on dit bah oui, c'est une évidence, hein, c'est des individus, donc c'est vivant. Sauf que la mise en place des process, souvent dans nos entreprises, des modes de fonctionnement, des modus operandi, sont souvent faits pour des choses très stables et sur des choses un peu inertes, alors que voilà, on a aujourd'hui un organisme vivant qui va bouger. On le voit à travers des collectifs. Alors pour moi, c'est une belle découverte aussi, ce mode de fonctionnement collectif. Alors on peut se dire, oui, ça correspond à des modes projets qu'on a dans notre entreprise, mais je trouvais que la manière dont ça avait été exposé, à la fois sur la partie production, mais aussi sur la partie service, c'était quelque chose d'assez nouveau en termes de mode de fonctionnement dans l'entreprise. La question de l'engagement, on redisait tout à l'heure sur finalement, est-ce que
comme les ressources immatérielles n'appartiennent pas à l'entreprise, les personnes qui n'adhèrent pas au projet peuvent être aidées si elles le souhaitent quitter. Et au-delà d'une transaction qui est parfois douloureuse, voilà, c'est-à-dire comment on accompagne les gens à se réaliser là aussi. Et puis, vous avez évoqué en dernier aspect, la question des ressources immatérielles qu'on pense souvent en interne, les équipes, les collaborateurs, mais aussi, là, finalement, avec les parties prenantes. Parfois, on peut parler aussi de parties manquantes quand on fait la cartographie, de se dire, mais tous ces gens qui sont autour de nous, comment cette question de la confiance et de la gouvernance partagée, elle se partage au-delà de notre cercle d'entreprise, de bâtiments, se partage aussi, là on voit avec la famille, puisque c'est une entreprise familiale, elle se partage sûrement avec un territoire, et puis avec d'autres acteurs qui sont engagés dans la démarche. Dans les effets utiles et la suite que vous avez pu évoquer, je retiens, puisque c'est moi qui fais la synthèse, mais vous avez sûrement d'autres éléments que vous avez tous retenus, la question de la performance économique maintenue, mais l'ouverture sur d'autres registres de performance pour pérenniser l'entreprise, d'ouvrir un peu ce créneau. Une direction moins sollicitée et des collaborateurs responsabilisés dans leur mission au quotidien. Et aussi une limite ou en tous les cas un point de vigilance quand on se lance sur cette démarche, la question de la gouvernance partagée qui est exigeante et chronophage aujourd'hui pour le dirigeant. Alors chronophage, c'est peut-être un peu un mot pas négatif, mais qui n'appelle pas un imaginaire positif, mais de se dire, voilà, en tous les cas, quand je me lance, il faut que je sache que ça va me prendre du temps parce que c'est dans l'intersubjectivité, dans la relation. Voilà un peu pour la synthèse des choses qu'on avait évoquées. Donc, je ne vous ai plus en visio parce que j'ai le PowerPoint devant les yeux. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter ou des choses complémentaires ou des choses que j'ai pu dire sur lesquelles je me suis un peu égarée ou perdue. Non, mais ça me va. Ouais, non, ça me va. Non, Super, ça roule. très Très bien. bien. Evelyne, Élodie, d'autres choses avant qu'on passe à la suite des voies de pionniers? Non, c'est parfait. Je crois que tout a été dit. C'était très riche. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir personnellement à rencontrer Pierre et Marine et à réaliser. Vraiment, c'était très inspirant et intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Donc, merci encore à vous, vraiment. Et merci à toi, Céline, d'avoir bien su synthétiser aussi tous ces propos. Merci. C'était un plaisir parce que moi, j'avais rencontré Pierre il y a quelques temps dans un programme à l'étranger. De voir l'entreprise aussi évoluer, c'est super Ouais. intéressant. Mm. Donc, Merci, merci à vous tous. Concernant Voix de Pionnier, on se retrouve le 1er décembre avec le témoignage de l'entreprise Calliope, entreprise alsacienne de conseil. Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre, toujours pour vous inspirer et découvrir d'autres trajectoires de dirigeants. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver les Voix de Pionnier en replay sur YouTube au travers du QR code qui est présent là ou en podcast sur Arte Radio. Celui de Mediaclap sera mis, je pense, grâce à Colline, qu'on ne voit pas, mais qui œuvre en arrière-cour fortement sur les Voix de Pionnier la semaine prochaine. Donc, vous retrouverez tous nos anciens rendez-vous que vous pouvez retrouver ici. On en est à une 15-20 aujourd'hui, donc de quoi pouvoir vous inspirer et découvrir des voix inspirantes, les moments où vous êtes un peu au creux de la vague. Un bon voix de pionnier, c'est une bonne médication. Deux informations complémentaires. Donc, le 16 et 17 novembre, les universités de l'EFC à Rouen, vous pouvez toujours vous inscrire. Donc, 2 jours pour découvrir des trajectoires de transition de modèle économique pérenne et durable, avec plein d'intervenants et plein de rencontres. Et 2 actualités réseau. Sur Orléans, 9 novembre, un atelier de sensibilisation à l'EFC. Et sur Terre d'Île-de-France, pardon, un webinaire à l'introduction à l'EFC le 21 novembre en visio. Et le 28 novembre, un afterwork sur Paris. Vous pouvez avoir les informations auprès de Stéphanie. Si j'ai été trop vite pour pouvoir vous lâcher à 10h comme était la promesse, n'hésitez pas à nous faire un petit mail, soit à nous, soit à Élodie et Evelyne, selon la personne qui vous a invité à votre pionnier. Et on vous enverra toutes ces informations. Je vous souhaite une bonne journée, un bon vendredi. Et on vous souhaite à très bientôt.